Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, le point sur la séance à la mi-journée et sur les enjeux de marché durant une demi-heure. Et puis à 17h, la grande édition du soir où on revient sur les actualités évidemment du jour, mais aussi sur les grands enjeux et les grandes tendances du moment. Au sommaire de cette édition, les espoirs de négociation entre Ukraine et Russie reviennent sur le devant de la scène alors que le conflit en Ukraine entre dans son deuxième mois. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé hier être prêt à discuter d'un statut de neutralité de l'Ukraine, impliquant notamment un statut non nucléaire afin d'avancer vers un accord de paix. Un accord de paix dont il demande qu'il soit garanti par des tiers, mais aussi qu'il soit soumis à un référendum. Des négociations devraient se tenir en ce sens cette semaine à Istanbul entre négociateurs ukrainiens et négociateurs russes. Un espoir d'avancer vers un cessez-le-feu qui soutient les marchés européens ce matin, alors que l'état-major russe a de son côté fait savoir qu'il concentrerait ses offensives dans le Donbass et la Crimée, même si pour le moment plusieurs observateurs pointent le fait qu'aucune évolution n'a été constatée sur le terrain. Il n'en reste pas moins donc que cette tendance et cette situation en début de semaine portent du coup les marchés européens. Du côté obligataire, le taux à 10 ans aux États-Unis a dépassé les 2,5%, un niveau considéré comme un plafond technique depuis la fin des années 80. Le comportement des taux obligataires aux États-Unis qui redevient un sujet de préoccupation pour les investisseurs, et ce depuis la fin de la semaine dernière. La courbe des rendements obligataires à 5 ans et à 30 ans s'est par exemple inversée aujourd'hui pour la première fois depuis 2006, signe pour de nombreux investisseurs de crainte vis-à-vis de la politique monétaire de la Fed et notamment sur son impact sur la croissance américaine. Nous reviendrons dessus dans quelques instants dans Smart Bourse. Et puis, nous commencerons donc comme d'habitude la semaine avec le plan de trading, comme tous les lundis, accompagné de Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Mais nous commençons comme d'habitude avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Du vert pour le CAC à la mi-journée, le marché dans son ensemble trouve une forme d'apaisement grâce au repli des cours du pétrole et à l'annonce d'une reprise des discussions entre la Russie et l'Ukraine. Les négociations doivent reprendre en Turquie alors que la guerre entre dans son deuxième mois. On relève aussi une annonce de Moscou. La Russie entend désormais se concentrer sur le Donbass et la Crimée. Volodymyr Zelensky a pour sa part indiqué étudier la demande russe de neutralité de l'Ukraine, conscient que tenter de forcer Moscou à un retrait total de l'Ukraine pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale. À noter aussi que la vigilance reste de mise quant au confinement de la ville de Shanghai et à ses effets. Les 25 millions d'habitants de la mégalopole devront se faire tester en 2 vagues successives jusqu'au 8 avril. Les entreprises seront fermées. Ce matin, les marchés asiatiques ont évolué en ordre dispersé. Le CSI 300 chinois a reculé. Le Hang Seng de Hong Kong a quant à lui progressé, soutenu par les valeurs technologiques. Les contrats futurs sur indices américains reculent alors que le rendement de l'emprunt à 10 ans est passé au-dessus de la barre des 2,5% pour la première fois depuis les années 1980. On retient aussi que la courbe des rendements entre les emprunts à 5 ans et à 10 ans s'est inversée pour la première fois depuis 2006. Sur le plan des valeurs, les bancaires et plus largement les cycliques portent le marché. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent. Saint-Gobain et Schneider Electric aussi. Total Energy et Engie sont aussi en nette hausse. Selon les Échos, la France prévoit d'installer un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié dans le port du Havre. Et puis ST Microelectronics est en baisse à la suite d'informations du quotidien Nikkei, selon lesquelles Apple envisage de réduire sa production d'iPhone et d'AirPods du fait d'incertitudes liées à la guerre en Ukraine. À New York, Apple recule. Voilà, donc tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement la tendance du CAC 40 à la mi-journée, plus 1,47% à 6650 points. Et
Et c'est parti à présent pour le plan de trading. Le plan de trading, c'est tous les lundis sur le plateau de Smart Bourse avec Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain Daubry. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Donc un rendez-vous analyse technique un petit peu pour commencer la semaine, pour définir un petit peu les tendances de la semaine. Alors la semaine dernière, dans Smart Bourse, vous constatiez un rebond d'un certain nombre de marchés financiers, notamment américains ou européens. Là, on est plus dans une situation d'attente, même si on constate sur certains indices américains et notamment sur le Nasdaq, un retour sur des niveaux de début d'année, notamment, on peut commencer par le Nasdaq 100 par exemple. Oui, par exemple, il y a effectivement une situation d'attente après un rebond qui a été assez tonitruant sur la plupart des marchés, la plupart des indices. Il y a eu vraiment une bascule, à mon sens, le mercredi 16 mars, au moment du gap qui s'est ouvert sur la plupart des indices. On ne le voit pas nécessairement sur ce graphique-là, sur le Nasdaq, c'est un graphique hebdomadaire, mais il y a effectivement une tendance haussière qui s'est mise en place et qui s'est poursuivie la semaine dernière, notamment sur les indices les plus forts dans ce rebond, à savoir effectivement le Nasdaq. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a depuis une dizaine de jours, depuis la semaine dernière et depuis 6620 points sur l'indice CAC 40 au sommet quasiment du rebond, diminution d'intérêt sur le futur. C'est-à-dire que le nombre de contrats a diminué de 8000, quel que soit le sens et quelle que soit l'évolution de la séance. Ça signifie que les opérateurs se débouclent et on a eu des journées, aussi bien les journées de hausse que les journées de baisse. Le nombre de contrats a diminué, il y a eu quelques séances de consolidation plutôt et le nombre de contrats a diminué. Donc il n'y a pas de pression baissière, ce sont plutôt des vendeurs bloqués et coincés par ce rebond en deux temps, mais assez brutal et important, en pourcentage, 16% pour l'indice parisien, 17% pour le DAX, qui ont bien bloqué cette situation. Donc, chaque repli est payé par probablement des vendeurs qui débouclent un peu de position, qui sont toujours sous pression. Et les acheteurs prennent moins d'initiatives alors qu'on a déjà pas mal rebondi et qu'on est dans une grande séquence quand même d'incertitude. On a déjà beaucoup rebondi malgré le contexte. On rappelle qu'on a quand même gommé les effets, en tout cas graphiquement et dans les prix du conflit en Ukraine. Bien sûr, oui. Et que le contexte était déjà à la baisse antérieurement pour des raisons liées à l'inflation, à la hausse des taux. Donc, des opérateurs qui se montrent prudents, qui sont couverts, dont les portefeuilles sont couverts, mais qui ont un biais moins négatif qu'ils ne l'avaient précédemment. Et donc, on le constate effectivement sur le Nasdaq, alors qui arrive à des niveaux de rebond importants. Donc, on a buté sur un niveau de résistance important, intermédiaire, 14 770 points. La prochaine cible importante, c'est aux alentours de 15 090, 15 100. L'extension qu'on pourrait avoir de ce mouvement, elle pourrait amener le Nasdaq jusqu'à 15 545 points, et même pourquoi pas au-dessus, 15 996, si on considère que c'est la borne haute de ce biseau duquel on est sorti puissamment. Mais c'est ce que j'entourais avec ce grand cadre bleu, ce grand rectangle bleu, c'est une zone de retournement du marché, une zone importante qui va être très compliqué de réintégrer, de pénétrer à nouveau, compte tenu du contexte global, notamment lié en dehors du conflit, bien sûr, à cette zone qui correspond globalement à octobre-décembre 2021 et Exactement. Les plus hauts du Nasdaq 100 qu'on a pu connaître du coup en fin d'année dernière. Exactement. On a construit une figure de retournement d'octobre à février. La baisse a été particulièrement marquée donc en ce début d'année. Et réintégrer et déborder ces niveaux-là va être très compliqué. Il va falloir de gros drivers. Donc là, pour l'instant, on est effectivement en situation d'attente. Attente bien du côté géopolitique, bien entendu. Du côté de l'évolution de la politique monétaire, même si elle commence à être manifestement pricée par les opérateurs. Et puis, d'attente du résultat trimestriel des entreprises qui va débuter d'ici la mi-avril aux États-Unis, avec notamment le secteur bancaire. Donc, il y a beaucoup d'attentes, de rendez-vous. Et puis, un gros rebond, donc quelque chose à digérer aussi. Les indices ne peuvent pas reprendre 10 à 15% comme ça tous les 15 jours. C'est ça. Donc, on a rebondi et maintenant, on attend un petit peu de voir ce qui va se passer. Donc, il y a effectivement l'analyse technique et puis un certain nombre d'autres actualités qui peuvent nourrir effectivement les décisions des investisseurs. Est-ce que vous constatez plus de volatilité en ce début de semaine sur les marchés, Romain Daubry ? Un tout petit peu, un point ou deux, mais globalement, la tendance est à la baisse du côté de la volatilité, très nettement. Vous le voyez ici avec le graphique du VIX en hebdomadaire, mais qui est intéressant d'observer. Déjà, il y avait une ligne de tendance haussière qui s'était mise en place depuis novembre. On l'a rompue la semaine dernière. Donc, vous voyez ce canal bleu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le VIX. D'une part, il y a le retour sous l'oblique baissière noire. Celle-là, elle était importante puisque c'était notre zone d'alerte et de retour en niveau de tension et d'alerte sur le marché. On s'était installé au-dessus, on avait rebondi dessus plusieurs fois.
Ça, c'est important de repasser en dessous. Donc, de repasser sous grossièrement 22 et donc le support qui devient maintenant résistance à 21,50. On oscille autour ce matin. L'autre élément important et intéressant, c'est en bleu ce canal haussier. Le canal, en analyse technique, c'est un signe d'harmonie. D'accord. Donc, on a eu beau se retrouver dans un contexte d'accélération baissière marquée. Le fait qu'on aille chercher les bornes précises d'un canal, ça signifie que les choses sont relativement harmonieuses. Et l'échec et la rupture de ce canal par le bas montrent vraiment une détente qu'on observe dans le sens inverse avec la hausse des prix. C'est-à-dire que pour bien comprendre, si jamais on n'avait pas enfoncé le support de ce canal, on aurait continué à être sur une volatilité croissante. Là, du coup, ça remet un petit peu en cause ce scénario. C'est ça. Ça veut dire que les opérateurs sont plus détendus, puisque la volatilité mesure le stress sur le marché. Le stress, c'est la traduction du niveau de couverture dans les portefeuilles, du niveau d'option de vente. Là, on constate qu'on est repassé en dessous de ce 21,50, qu'on a rompu ce canal. Et puis, on observe qu'on a touché la borne haute du canal il y a quelques semaines et qu'on n'a pas parvenu à le toucher une fois encore par la suite et qu'il y a eu cet essoufflement dans la volatilité. Et tant mieux. Mais ça veut dire que le mouvement était pour l'instant très canalisé. Alors, à plus long terme, ça signifie qu'on n'a probablement pas eu de sell-off sur les marchés américains. D'accord. Même si la volatilité montait à 37, 80, 38 sur le marché américain, eh bien, il y a un risque d'accélération haussière plus marqué. On voit tout au début du graphique à gauche, pas très bien, mais les conséquences d'un vrai sell-off dans la volatilité avec des pics qui montent à 40, 80, 40, 70 et bien plus. La volatilité n'est pas contrôlée. Là, elle était relativement contrôlée dans ce dérapage. Alors, on a des niveaux intéressants. On retourne en zone de vigilance, que j'ai appelé comme ça, entre 18,65 et 21,50. Proche de l'alerte, qui est entre 21,50 et 28. L'alerte forte, elle est au-dessus de 28. Et puis, sous 18,65, on est en optimisme. Ça, ce serait dangereux. Et on voit que c'est un niveau au-delà duquel on a évolué depuis la fin de la crise Covid et tout le rebond qu'on a connu. Donc, le référentiel d'optimisme et de risque de complaisance, il se situe donc entre 12,10 et 15,40. Niveau à partir duquel il faudra être très très vigilant. Alors on reste toujours vigilant dans ce marché qui donne quand même des signes de faiblesse et qui a donné des figures de retournement très larges, mais on aurait pu voir qu'une partie de la baisse et n'être pour l'instant que dans un rebond technique qu'on appelle rebond du chat mort, mais qui peut se prolonger sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pourquoi pas. Donc ça veut dire que si j'ai bien compris, si le VIX descend trop et en dessous de 15,40 ou de 12,10, il faut être encore plus vigilant alors même qu'on est dans une situation d'optimisme ou de complaisance des opérateurs de marché. Exactement. Si les opérateurs sont prudents, c'est qu'ils sont sous-investis et que leurs portefeuilles sont protégés, ou voire les deux. S'ils sont dans une optique de complaisance vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'achètent plus d'options de vente, ils ne protègent plus leur portefeuille, et donc le risque d'accélération baissière est marqué, puisque en cas de surprise, en cas d'éléments venant à contrer la tendance haussière ou le rebond, les opérateurs devraient alléger des positions, voire acheter des protections. Donc il y a un phénomène qui est pour l'instant à la baisse de cette pression et de ce stress. Et c'est donc tant mieux, et c'est pour ça que les indices en profitent. Maintenant, il faudra se méfier d'un retour à un trop gros optimisme qu'on surveillera dans les semaines à venir. Bon, donc on est actuellement dans une zone entre alerte et vigilance, en situation d'attente après un gros rebond du coup sur un certain nombre d'indices. Justement, que nous dit cette situation sur l'Eurostoxx, Romain Daubry? Alors on retrouve les mêmes éléments. On est dans un très large trading range. J'ai un peu étendu les bornes, mais 3762 en bas, 4073 en haut. On a de la même façon que sur le Nasdaq, vous voyez cette zone que j'ai laissée, le canal haussier de moyen terme entouré de deux bandes bleues qu'on a rompu. On est allé chercher deux extensions baissières par le bas de ce canal. On a été chercher une cible importante aux alentours des 3448 points. On rebondit maintenant. On a au-dessus de nous la médiane du trading range 3940. On est plutôt sur le bas du trading range. Le fait de repasser au-dessus, c'est le potentiel de hausse qu'on peut avoir encore dans les jours ou semaines à venir pour aller réintégrer cette zone de 4039 points et cette énorme structure de retournement qui là s'est mise en place, contrairement au Nasdaq, pas uniquement d'octobre à février, mais depuis avril dernier. Donc qui est très très lourde en termes de graphique et qui, pareil, avant de l'avoir réintégré et débordé, il va falloir des choses très fortes. Donc c'est pour ça que même s'il y a des signaux positifs à court terme, alors que le marché reste très binaire, il faut le dire, on a vous l'expliquiez en introduction, tous les rendez-vous et les négociations qui vont avoir lieu au cours de la semaine du côté du conflit autour de l'Ukraine vont avoir des incidences sur le marché. Bien sûr, ouais. Les attentes sont fortes, les opérateurs ont l'air d'être optimistes. On peut imaginer qu'en cas de déception, le marché rebaisse de façon un peu brutale aussi et que la volatilité se retende. Mais en attendant, c'est plutôt une zone de congestion latérale assez large avec au-delà de 3940, une possibilité d'accélération haussière, pourquoi pas. En dessous, un biais plutôt prudent qui
plutôt de bon ton dans ce contexte. Et alors je vous propose de faire un focus à présent maintenant sur l'indice parisien, sur le CAC 40. Quelle tendance du coup sur le CAC 40? Qu'est-ce qu'on peut constater en ce début de semaine? Alors on avait déjà observé ce graphique-là et les zones d'intérêt et d'options de vente, donc les zones de protection, 6100, 6003 en dessous, ça c'est vraiment la cible et le bas du range. Alors ça c'est le CAC 40 cash pour le coup. CAC 40 cash, tout à fait. Avec un niveau autour duquel on évolue qui est situé, donc une résistance importante sur laquelle on a buté 3 semaines d'affilée, 6684 points. Donc ça va être un déterminant graphiquement. Le fait de se réinstaller au-dessus de ce niveau-là en clôture sur 2 ou 3 clôtures indiquera que l'indice est reparti vraiment dans une zone au moins de neutralité et n'est plus en tendance baissière, puisqu'il reste en tendance baissière à moyen et long terme. À court terme, le rebond est important, mais à moyen et long terme, il reste en tendance baissière. Et puis on a cette zone de densité d'options de vente, 6006, 6009, qui est en rouge, et à l'intérieur de laquelle il va falloir, qu'il faudrait réussir à intégrer. Ça va être difficile, encore une fois, il va falloir trouver des drivers. Donc le potentiel haussier sur le CAC 40, vous le voyez, est peut-être moins important dans l'indice lui-même qu'on pourrait l'avoir de façon globale sur l'Eurostoxx par rapport à l'indice parisien. Donc des niveaux à surveiller, des niveaux charnières et des drivers très forts qu'il va falloir trouver pour réintégrer ces niveaux, se réinstaller au-dessus, clôturer au-dessus. Pas sûr qu'on les ait dans l'immédiat. Alors les annonces d'une résolution du conflit seraient évidemment haussières, bien sûr, à court terme en tout cas. On reviendrait aux affaires courantes, si je puis dire, à savoir hausse des taux, inflation et tout le contexte qui stressait déjà le marché auparavant, assez rapidement à mon avis aussi, et donc difficile d'aller très très haut tout de suite au sein de l'indice. Il n'empêche qu'il y a plein de choses à faire en stock picking et qu'il y a des valeurs qui tirent très bien leur épingle du jeu de ce contexte, notamment tout ce qui est lié aux énergies, tout ce qui est lié aux matières premières, fonctionne très bien en ce moment, et puis sur des titres qui, dans toute la transformation digitale et autres, fonctionnent extrêmement bien aussi en ce moment. On fait pas mal de stock picking de ce côté-là. Et alors justement, il y a une valeur au sein du CAC 40, il y en a d'autres, mais effectivement une que vous avez sélectionnée, Orange. On va y revenir juste avant, peut-être un mot sur le futur CAC 40 pour comprendre un petit peu comment se dessine la semaine selon vous. Donc du coup là, on a un futur CAC 40 graphique en 14 heures. Ouais, alors il s'adresse plus à des gens qui vont faire du trading, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de niveaux à l'intérieur. On est dans un petit trading range, on le voit bien, en noir, avec 6539 en bas, la borne travaillée toute la semaine dernière, mais on l'a étendu à 6517,5. En haut, c'est 6685,5. On évolue à l'intérieur. Pour l'instant, légèrement, à l'heure qu'il est, on est repassé légèrement au-dessus de la médiane à 6633,5, donc on repasse du bon côté du trading range. Reste qu'on évolue, donc si on débordait les bornes de ce petit trading range, on pourrait aller chercher des extensions avec une très forte zone de résistance, 6746, 6859 en haut, pour laquelle il va falloir vraiment de très gros drivers pour aller s'installer au-dessus. Et en bas, un petit risque d'accélération baissière avec le retour sous le gap, le fameux gap du 16 mars, avec cette zone qui est située au-delà de 6354 points, qui serait vraiment le retour et l'alerte de long terme. Il ne faudrait pas casser 6456 points. Déjà, ce serait pas bon du tout, puisqu'on retournerait à l'intérieur de ce gap, et donc on invaliderait la force de ce mouvement de gap de rupture qui doit être préservé et rester ouvert pour conserver sa force. Et alors un mot pour finir, Romain Dobry, de Orange. Alors Orange, regardez ce matin, plus 1,19% qui participe au rebond du CAC 40 généralisé. On est à près de 11 €, 10,93 €. Que nous dit le Orange en analyse graphique? Que nous dit le titre Orange? Déjà qu'elle est en tendance haussière, ouais, ça se voit. Elle a c'est assez clair. Bien réagi. Elle est sortie d'une zone de congestion de long terme. Elle réintègre un canal haussier, une zone de congestion plus haute, située entre 10,65 et 11,90. Et elle ouvre ce matin, la semaine, avec un gap haussier. Alors ça dit pas mal de choses pour le titre en lui-même. Les objectifs, donc vous avez bien compris, 11,42, 11,90 derrière, donc entre 4 et 8% de hausse encore sur le titre potentiellement. Une bonne résilience du titre qui surperforme par rapport aux autres valeurs. Ça dit aussi que les opérateurs sont prudents, qui choisissent des valeurs défensives. Ça dit aussi qu'ils choisissent des valeurs qui ont sous-performé précédemment et que les stars de 2020 et 2021 ne seront peut-être pas les mêmes et que même si on appelle ça les valeurs un peu boring, des valeurs moins sexy en termes de configuration et de potentiel de hausse, c'est ce que recherche le marché dans l'immédiat. Donc quelque chose à surveiller et à travailler et à suivre ce que nous proposons. Merci beaucoup Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct, pour le plan de trading de la semaine. Alors effectivement, ça c'est l'analyse technique, graphique. Il y a plusieurs actualités qui nous attendent cette semaine. On peut le rappeler aussi, notamment le PIB des États-Unis qui sera publié pour le premier trimestre, donc le 30, mais aussi évidemment quelques estimations d'inflation et le grand rendez-vous de l'emploi aux États-Unis ce vendredi. Donc d'autres actualités en plus de l'actualité phare effectivement sur les marchés financiers, à savoir cette situation en Ukraine. Merci Romain Dobry et nous on se retrouve tout de suite.
enchaînons à présent avec Thomas Kosterg, économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Bonjour Thomas Kosterg. Bonjour Nicolas. Vous êtes en duplex avec nous. On va revenir ensemble sur la politique monétaire de la Fed, mais sur la politique monétaire, mais surtout sur les effets d'annonce, sur les attentes des investisseurs. La Fed qui a pris la décision mi-mars d'amorcer une première hausse de taux, 25 points de base. Les dot plots de la Fed qui laissent envisager 7 hausses de taux au total sur 2022. Donc on s'attend à 7 hausses de taux de 25 points de base. Et puis un discours de Jérôme Powell qui semble se durcir un petit peu, qui laisse entendre au marché, ou en tout cas certaines interprétations estiment qu'on pourrait aller sur des hausses de taux plus conséquentes, 50 points de base. Comment est-ce que vous voyez, Thomas Kosterg, cette normalisation coûte que coûte de la Fed, et vis-à-vis de son soutien à l'économie américaine ? Oui, normalisation et clairement à court terme un resserrement monétaire. Alors on a eu un changement de phase de la Réserve fédérale qu'on peut dater autour du mois de décembre. C'est là où vraiment il y a eu une communication bien plus hawkish depuis lors. Jérôme Powell, le président de la Fed, a été renommé pour un nouveau mandat. Et c'est vrai que depuis, chaque semaine ou chaque jour presque nous amène des annonces de plus en plus hawkish. La Réserve fédérale donc, a eu un meeting, le meeting du mois de mars, où elle a en effet projeté des nouvelles hausses de taux. Ça correspondait plus ou moins à une hausse de taux de 25 points de base par meeting. Et je rappelle qu'ils ont 2 meetings par trimestre. Donc ça correspondait à 25 points de base à chaque meeting. Et c'est vrai que Jérôme Powell a ajouté un peu de confusion, puisque dans un speech récent, il a été très hawkish et il met sur la table une hausse de 50 points de base potentiellement au prochain meeting, et il est fort à penser qu'on aura cette hausse de taux de 50 points de base, surtout que d'ici là, on aura un chiffre d'inflation pour le mois de mars qui risque d'être très fort. Or, on sait que la Fed est maintenant très sensible par rapport à l'inflation, même si une petite critique, c'est que la Fed a l'air de regarder beaucoup dans le rétroviseur plutôt que de regarder de l'avant. Mais on a donc des chiffres d'inflation qui vont certainement corroborer son souhait de normaliser un peu plus rapidement et donc de monter les taux de 50 points de base. Après, par la suite, c'est la vraie question. Et la vraie question, c'est est-ce que l'économie américaine peut absorber autant de hausses de taux qui sont prévues notamment par le marché ? Eh bien justement, Thomas, est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Est-ce que selon vous, la Fed est dans un calendrier et dans une dynamique que peut encaisser l'économie et la reprise américaine, ou est-ce que selon vous, on est sur une dynamique trop rapide ? Alors en effet, j'ai un peu des doutes. Les taux montent très rapidement, les taux long terme notamment, et en particulier le taux hypothécaire. On est passé d'un taux hypothécaire moyen, donc un taux 30 ans hypothécaire autour de 3,2% au mois de décembre. Maintenant, on arrive sur les 4,6% sur les derniers taux hypothécaires publiés. Donc, on a une très forte tension sur ces taux hypothécaires. Et on voit déjà le marché immobilier qui réagit. Par exemple, les promesses de vente ont fortement chuté le mois dernier. On voit, elles sont en baisse de 5% en glissement annuel, par exemple. Et on voit quand même un affaissement du marché immobilier qui est vraiment la conséquence directe de ces hausses de taux et notamment de taux long terme. Mais il y a aussi plus globalement l'économie qui devrait aussi à un moment souffrir de cette hausse rapide des taux d'intérêt. Or, on ne verra en fait, à mon avis, dans les données économiques cet impact que dans plusieurs mois. Et ça, c'est toute la subtilité ici. L'impact de la hausse des taux et des taux long terme notamment ne va affecter l'économie qu'avec un grand retard de plusieurs mois. Et donc en fait là, on parle du tableau économique de fin d'année, voire début d'année prochaine en fait. Et alors justement, Thomas Kosterg, sur ce sujet des chiffres immobiliers, est-ce que ce recul, parce qu'on assiste quand même à un recul des ventes aux États-Unis en matière immobilière de 4 mois consécutifs, ça traduit bien que l'inflation, on est sur une inflation d'offres et non pas sur une inflation de demande. Donc je reviens sur ma question. Est-ce que finalement on n'attribue pas une trop forte robustesse à l'économie américaine par rapport aux hausses de taux prévues par la Fed aujourd'hui ?
Alors, je pense l'inflation est clairement tirée par des problèmes d'offres. Mais il y a aussi une composante demande excédentaire. Je rappelle que les États-Unis ont été vraiment très généreux sur l'aide, notamment aux ménages pendant la crise du Covid. Et on le voit d'ailleurs dans les dépôts bancaires. Les dépôts bancaires ont explosé. Donc, ça montre bien qu'il y a une épargne accumulée qui est très conséquente, voire trop importante. Mais voilà, cette demande excédentaire, à mon avis, avec les hausses de taux, déjà long terme qu'on a déjà observées, ça devrait être suffisant pour finalement la faire diminuer et revenir à une économie bien plus balancée. Là, le risque, c'est que si la Fed continue d'être hawkish, on va commencer à manger dans l'économie. On mange plus que la demande excédentaire. On va arriver à toucher la vraie demande sous-jacente. C'est là où il y a un point qui peut être sensible. Et là, la Fed devra faire attention. C'est pour ça qu'à mon avis, il pourrait y avoir un temps de pause d'ici cet été, une fois qu'on se sera rendu compte que les salaires ne vont pas exploser et qu'il y aura une conséquence de la hausse des taux long terme, notamment sur l'économie. On le verra d'abord sur l'immobilier, puis après on le verra sur le reste de l'économie. Pour l'instant, l'économie américaine est forte, mais voilà, c'est une économie qu'on ne peut pas non plus faire un resserrement brutal. On a vu, Thomas Kosterg, le taux à 10 ans, donc les taux obligataires, le taux à 10 ans dépasser les 2,5% ce matin, un retournement effectivement de tendance sur les taux à 5 ans et les taux à 30 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque vis-à-vis du comportement des investisseurs, vis-à-vis de la décision de la Fed? Est-ce que là aussi, ça va dans le sens de ce que vous nous dites, de crainte vis-à-vis de la décision de la Fed sur l'économie américaine? Alors, les taux longs, ce qui est intéressant, c'est la vraie question, c'est est-ce qu'on est en train de changer de régime? On était dans un régime ces dernières années, et en particulier pendant le Covid, de ce qu'on appelle dans le jargon la répression financière. Et l'apothéose, c'était cette fameuse théorie, la théorie moderne monétaire, qui disait, en fait, la politique économique doit être faite par le budgétaire et plus par le monétaire. Et le monétaire doit être gardé les taux doivent être gardés à zéro, ad vitam aeternam. Et donc, en fait, on est en train de sortir, évidemment, de ce régime-là et de cette théorie-là. Et la question, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans un nouveau régime où, tout d'un coup, finalement, les investisseurs obligataires peuvent être rémunérés, et en particulier rémunérés de l'inflation, ce qui n'a pas été le cas les années précédentes. Alors, ma réponse, c'est ça va être difficile quand même, puisque les caractéristiques de l'économie, notamment à cause du poids de la dette, on a quand même une dette très importante, et en particulier à cause du Covid, fait qu'en fait, ça va être difficile de vraiment quitter ce régime de répression financière. Il faudra s'adresser au problème de base, qui est le problème de la dette et de l'empilement de la dette dans l'économie, dette privée et dette publique. Et alors pour finir, Thomas Kosterg, le grand rendez-vous de cette semaine, enfin un des grands rendez-vous de cette semaine, c'est effectivement les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui seront publiés vendredi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du coup pour ces nouveaux chiffres de l'emploi publiés du coup au mois de mars? Oui, ce serait une lecture de l'économie un peu plus propre, entre guillemets, puisqu'on a eu en fait au mois de janvier donc la vague Omicron qui a beaucoup perturbé les statistiques économiques. Et là, on va avoir une vision un peu plus réaliste de l'économie américaine, notamment pour savoir est-ce qu'il y a vraiment quelle est la tension sur le marché de l'emploi. Moi, je pense qu'on va voir, une fois que la vague Omicron est passée, plus de personnes vont revenir dans l'emploi, premier point. Et deuxième point, il devrait y avoir plus d'immigrés qui arrivent aux États-Unis. Parce qu'un des problèmes aux États-Unis ces 2 dernières années, c'est qu'en fait l'immigration a beaucoup baissé. Alors on sait que c'est un des grands moteurs économiques, en particulier du marché de l'emploi et en particulier dans les services. Donc on devrait voir, à mon avis, dans ce rapport de l'emploi, des débuts qui montrent que la population active augmente et aussi les salaires commencent un peu à se stabiliser dans un marché un peu moins tendu. Si mes pronostics sont bons. Merci beaucoup Thomas Kosterg. Je rappelle que vous êtes économiste senior US chez Pictet Wealth Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse en direct sur Bismart.